Bonjour et bienvenue dans ce Zoom avec Philippe Pichot-Bravard. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Pichot-Bravard, vous êtes membre titulaire de l'Académie d'Angers. Vous enseignez l'histoire du droit à l'Université de Brest et la philosophie du droit à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous publiez cet ouvrage, L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, publié chez Via Romana. Alors, Philippe Pichot-Bravard, dans cet ouvrage, vous expliquez que le totalitarisme, excusez-moi, je vais y arriver, n'est ni la tyrannie ni la dictature. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le totalitarisme est une forme de gouvernement tout à fait nouveau. Le mot lui-même est un mot nouveau qui s'est imposé dans la langue au début du XXe siècle. Il est apparu en 1923 en Italie, totalitario, utilisé par un homme politique libéral italien pour qualifier l'expérience politique de Benito Mussolini, lequel a été le seul de l'histoire du XXe siècle à revendiquer une farouche volonté totalitaire. La tyrannie est une forme de régime classique par laquelle, depuis l'Antiquité grecque, l'on qualifie un gouvernement dans lequel un homme gouverne en vue de son intérêt personnel, par la corruption et par la violence. La dictature, c'est une magistrature d'exception. À l'origine, la dictature était la magistrature d'exception dont était revêtu un homme dans des circonstances graves, de crise grave, pour veiller à ce que la République ne souffre aucun dommage. La dictature, elle existait à Rome, et la dictature étymologique, elle existe dans notre Constitution, c'est l'article 16. Ce qu'on appelle aujourd'hui... Les pleins pouvoirs. Ce sont les pleins pouvoirs. Ce qu'on appelle aujourd'hui dictature qualifie ce que les anciens appelaient tyrannie. Le totalitarisme, c'est tout autre chose. Ce n'est ni la dictature, ni la tyrannie. C'est une forme de régime qui a pour ambition de faire table rase du passé et, tournant le dos au réel, de créer un monde nouveau, une société nouvelle et un homme nouveau qui soit adapté à ce programme idéologique. Voilà. Il y a donc dans le totalitarisme la volonté d'une emprise totale de l'État sur la société et sur l'homme. Ce qui avait été résumé ainsi en Italie dans les années 1920, tout par l'État, rien hors de l'État. L'emprise totale de l'État sur l'individu. Est-ce qu'il y a des degrés de totalitarisme ? Je le crois. Alors, le totalitarisme a été, depuis la Seconde Guerre mondiale, un objet d'étude très, très riche, auquel se sont consacrés beaucoup d'universitaires, de grands savants, et puis aussi de grands écrivains. On pense notamment à Orwell. Bien. Et ces universitaires, réfléchissant à ce phénomène, ont, je pense notamment aux travaux d'Hannah Arendt, décrit ce phénomène en dressant la liste de critères permettant de qualifier une expérience de totalitaire. Et là, malheureusement, l'objet d'étude a commencé à s'éloigner un petit peu de la réalité qu'il prétendait décrire. Et les critères eux-mêmes ont acquis leur propre autonomie, d'où des querelles. Telle expérience n'est pas totalitaire ou ne l'est pas réellement parce qu'elle ne remplit pas tous les critères du schéma élaboré ultérieurement. Et ce qui a conduit Hannah Arendt de manière discutable et discutable à juste titre, d'affirmer que seule l'expérience nationale socialiste dans sa période paroxysmique pendant la guerre et d'autre part l'expérience soviétique à l'époque de Staline et des grandes purges ont été réellement totalitaires. La réalité est moins stricte. Et je pense que l'on peut surmonter les querelles qui ont pu
pu opposer les universitaires autour de la définition du totalitarisme en soulignant qu'il y a des degrés d'intensité, qu'il y a eu des totalitarismes de très forte intensité, le national-socialisme pendant la guerre, la Russie communiste à l'époque de Staline, et puis il y a des expériences de moindre intensité, et l'Italie en est un exemple. Un totalitarisme de bien moindre intensité que ne l'a été l'Allemagne ou que ne l'a été la Russie. Et entre les deux, on a la Chine communiste, le Cambodge a été un totalitarisme de très forte intensité. On peut également évoquer ce que ne fait pas Hannah Arendt, et à tort, l'expérience de Lénine. Lénine est totalitaire dès le début, ce qu'a très bien montré bolchevisme. Stéphane Courtois dans la biographie qu'il a consacrée à Lénine il y a quelques années. Tous les instruments totalitaires dont s'est servi Staline ont été mis en place par Lénine dès la révolution de 1917, dans les semaines qui suivent. On entend nos hommes politiques proclamer à la fin de leur discours « Vive la République, vive la République ». Est-ce qu'une république peut être totalitaire? L'Union soviétique était une république. Donc une république peut être totalitaire. La République populaire de Chine? La Chine est une république. Et la Chine, en particulier au moment paroxysmique de la révolution culturelle, a été une expérience totalitaire. La question du totalitarisme n'est pas liée à une forme de régime, elle est liée à un état d'esprit qui consiste à tourner le dos au réel, tourner le dos à la réalité, au droit naturel, tourner le dos à ce qui est, et notamment à l'ordre naturel, rejeter l'autorité du droit naturel et vouloir exercer sur la société et sur l'homme une emprise totale. Vous rappelez dans votre ouvrage que le totalitarisme puise ses racines dans des mouvements d'idées antérieurs au XXe siècle. Alors, quelles sont les racines intellectuelles du totalitarisme? Le totalitarisme puise ses racines dans la modernité philosophique. Il faudrait ici, et le temps ne le permet pas... C'est Descartes, la philosophie moderne? Il faudrait me remonter au nominalisme de Guillaume d'Occam au XIVe siècle. On commencerait là. Guillaume d'Occam, il faudrait évoquer évidemment Descartes, qui a engendré le progressisme, qui a également engendré le scientisme, c'est-à-dire la prétention, en se servant de la raison et de la science, d'apporter une réponse infaillible dans tous les domaines. Or, dans tous les totalitarismes, il y a cette prétention à l'infaillibilité scientifique. L'idéologie totalitaire est le bien et elle doit apporter nécessairement le bonheur, un bonheur qui est nécessairement toujours repoussé à demain, voilà, et qui est toujours contrarié par ceux qui conspirent contre la révolution totalitaire en cours, voilà. Et puis il y a également le contrat social de Rousseau. Le professeur Jacob Talmon de l'Université hébraïque de Jérusalem avait souligné l'importance de Rousseau dans l'éclosion des régimes totalitaires. D'abord, la prétention que la réalité sociale tout entière naît d'un acte de la volonté. Voilà. Et que toutes les institutions, toutes les règles juridiques découlent d'actes de la volonté. Et que ce que la volonté a fait, elle peut le défaire. Que la volonté générale peut remodeler la société à sa guise. Voilà. De là, Rousseau confie à son législateur un mandat illimité. Il faut relire le passage qu'il consacre au mandat du législateur. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de s'emparer de l'homme, de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, d'altérer la constitution de l'homme. Et il répète la même idée 4 fois, tant elle est énorme, et pour être bien sûr d'être bien compris. Et puis il y a les instruments que Rousseau imagine pour assurer
au contrat social la solidité qui lui manque. La religion du citoyen, par exemple, le mécanisme de la volonté générale. Ce sont des instruments qui ont nourri l'éclosion des sociétés totalitaires. Et puis enfin, il y a l'anthropologie matérialiste. Cette anthropologie matérialiste qui s'affirme lors de la grande révolution intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles, que l'on retrouve chez les encyclopédistes, chez Voltaire, chez Helvétius, chez d'Holbach, et qui permet, en considérant l'homme comme de la matière, permet d'envisager de le façonner à sa guise, de s'emparer de lui pour le transformer. Vous écrivez, je vous cite, « L'homme doit être rendu malléable afin d'être transformé, afin que puisse naître du vieil homme un homme nouveau, afin que l'homme nouveau puisse être régénéré par l'idéologie. » Alors comment rend-on un homme malléable ? Alors, cette idée de s'emparer de l'homme pour le transformer, elle est déjà exprimée par certains auteurs des Lumières. Rousseau, je viens de donner la référence, d'Holbach dans le système de la nature, dessine cette perspective. Un peu plus tard, Cabanis, on est à la fin des années 1790. Trois auteurs qui déjà... alors, Cabanis se place dans une perspective qui est une perspective eugéniste, décrivent cette transformation de l'homme. Comment faire ? Quand s'y prend-on ? Est-ce qu'on le prend au berceau, l'homme, pour le rendre malléable ? On le prend le plus tôt possible. La conception matérialiste de l'homme regarde l'homme comme une petite machine qui réagit aux sensations qu'elle perçoit, à ce qu'elle voit, entend, touche, selon et qui ne fonctionne que par un seul et unique carburant qui est l'intérêt égoïste. Transformer l'homme dans cette perspective exige de manipuler les sensations perçues par l'homme, de manipuler son environnement. Derrière, il y a l'idée que l'homme est façonné par son environnement. Il suffit donc de manipuler son environnement pour agir sur son intériorité et l'amener au résultat que l'on souhaite obtenir. Alors, l'éducation joue un rôle tout à fait essentiel dans cette perspective. Alors, l'éducation des enfants, évidemment, le plus tôt possible. On se souvient du ministre Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qui disait qu'il fallait placer les enfants à la maternelle dès 2 ans et non plus dès 3 ans, en disant « vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la République ». Alors ça, ce sont des phrases que l'on entendait à la Convention en 1993, au moment où Robespierre, reprenant le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, le 13 juillet 1993, proposait notamment de retirer les enfants à leurs parents de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans pour les élever en commun, loin de l'influence parentale. En faire de bons citoyens. Pour en faire des citoyens. Le but était de façonner des citoyens, avec la menace d'un doublement des contributions publiques pour les pères de famille qui refuseraient d'abandonner leurs enfants au collectivisme. C'est quoi le portrait robot, Philippe Pichot-Bravard, de l'homme nouveau du totalitarisme ? Alors, ce portrait... Le portrait mental. Le portrait mental varie un peu d'une expérience à l'autre. L'homme nouveau de la Révolution française n'est pas le même que l'homme nouveau du communisme ou que l'homme nouveau du national-socialisme. Néanmoins, il y a des traits communs. Le premier trait commun est la conformité de cet homme au projet idéologique porté par la Révolution totalitaire. Sous la Révolution française, il s'agit de forger, de donner naissance au citoyen. Voilà. Le citoyen, c'est le militant de la Révolution. À l'époque de la Révolution communiste, l'homme nouveau décrit, notamment dans le catéchisme du révolutionnaire de Netchaïev, décrit par Tchernychevski dans « Que faire ?», l'un des ouvrages de référence de Lénine. Cet homme nouveau, c'est le militant révolutionnaire entièrement sacrifié à la cause.
Cet homme nouveau, après la Révolution, c'est celui qui est entièrement au service du régime et dont le modèle, en réalité, est l'agent de la Tchéka. Dans le régime national-socialiste, l'homme nouveau, ce n'est pas l'arien. L'arien est la matière brute à partir de laquelle le régime entend donner naissance à l'homme nouveau. Le thème de l'homme nouveau est très présent dans les discours prononcés par Hitler. L'homme nouveau, c'est l'arien transformé par la formation idéologique et surtout par la formation sportive, par l'entraînement sportif. Finalement, l'homme nouveau, c'est le conditionnement. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le SS. Ouais. Alors, il y a l'éducation, mais l'éducation va au-delà de l'école, où l'on forme le futur citoyen. Il faut aussi rééduquer l'adulte. Sous la Révolution française, on rééduque l'adulte au moyen des fêtes, les fêtes républicaines, où l'on réunit la population. On mobilise tous les arts pour faire passer un message. Voilà. On agit avec les moyens de l'époque, qui sont ceux de la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, on n'a pas la télévision et l'on n'a pas les moyens de la communication moderne, qui permettent d'agir sur l'intériorité des individus pour tenter d'influencer leur manière de penser, leur manière de se comporter. Et puis, il y a un autre moyen de transformer l'homme, c'est la peur. On le voit à l'œuvre avec la terreur sous la Révolution. Dans tous les régimes totalitaires, il y a eu une instrumentalisation de la peur, un régime de terreur. Et puis, nous avons vu comment on pouvait obtenir des résultats tout à fait efficaces en manipulant les peurs en France à l'époque de la crise sanitaire. Est-ce que selon vous, on a connu un épisode totalitaire avec quand ce docteur nous annonçait le nombre de morts tous les soirs avec ce conseil de défense occulte, opaque? Alors déjà, ce conseil de défense posait un problème juridique que personne n'a soulevé. Ça permettait de couvrir toute la politique sanitaire sous le secret de la défense alors qu'on n'est pas dans un conflit militaire, et donc d'interdire tout contrôle politique. Oui, le mot conseil de défense sanitaire n'apparaît nulle part dans la Constitution française. Alors, et puis un conseil de défense a sa légitimité dans le cas d'une agression extérieure. Pour faire face à un ennemi, on comprend bien que la stratégie ne peut pas être décidée devant les caméras. Là, il s'agit d'une affaire sanitaire, et d'une affaire sanitaire qui, normalement, aurait dû être contrôlée par le Parlement. Le président nous avait quand même répété à plusieurs reprises que nous étions en guerre. Là, je pense que c'était pour ça qu'il l'a répété 4 fois. On s'est demandé ce qui lui passait par la tête, mais ce n'était pas innocent. Oui. Alors, il y a cet aspect, je crois fondamentalement que ce que l'on a vécu pendant 2 ans, c'est une entreprise de dressage psychologique des foules. Vous faites du wokisme et de la transition écologique, 2 projets révolutionnaires. Quelles en sont l'essence? Alors, ce sont vous mêlez 2 points différents. Oui. Le wokisme manque de temps. Obéit à une logique qui est une vieille logique révolutionnaire de la table rase. Bien. Il y a dans le wokisme beaucoup de traits qui ressemblent à la révolution culturelle qu'a pu connaître la Chine il y a 60 ans. Voilà. Et donc là, on a une entreprise révolutionnaire de rupture dans le but de construire autre chose. Bien. Pour ce qui est de la transition écologique, je relève que la transition écologique, sous couvert de sauver la planète, sert de prétexte à une transformation révolutionnaire de la société et de l'homme, touchant à des domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie.
Voilà. Et que, finalement, c'est une nouvelle manière de faire la révolution et de transformer la société et de transformer l'homme sans le dire explicitement. Transformer l'homme parce qu'il est coupable dans ce projet de transition écologique. Oui. En l'espèce, oui. On présente l'homme comme coupable et ce qui permet d'agiter un sentiment de culpabilité pour le rendre docile, comme la peur. C'est un élément de réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. L'homme nouveau des régimes totalitaires, il est avant tout docile, il est obéissant, il est soumis. Le but, c'est de soumettre. Voilà. Et même par le mensonge, comme disait Lénine, le mensonge est un outil du communisme. Alors le mensonge est très présent et le mensonge est l'illustration de cette distance, et le mot distance est faible, que les expériences totalitaires entretiennent avec le réel. Voilà. Et vous terminez votre ouvrage, monsieur, par l'évocation du transhumanisme. Pourquoi pensez-vous qu'il puisse devenir le totalitarisme du XXIe siècle ? Dès lors que le cœur de toutes les expériences totalitaires a été de s'emparer de l'homme pour le transformer, pour faire naître un homme nouveau, par différents procédés, nous en avons évoqué quelques-uns. L'idée du transhumanisme, elle obéit à l'objectif de s'emparer de l'homme pour le transformer, et même pour le dépasser, car la plupart des partisans du transhumanisme sont en fait partisans du post-humanisme et de la naissance d'un être hybride. Donc, moitié machine, moitié humain. Donc de quelque chose qui n'est plus l'homme. Bien. Et derrière, on retrouve la même anthropologie matérialiste, et derrière, on retrouve la même négation de l'ordre naturel et de la nature humaine, et par conséquent du droit naturel. Voilà. Et la même idée que la puissance publique peut exercer, et qu'il est bon qu'elle exerce une emprise totale sur l'individu pour l'améliorer. Alors cette idée de la transformation de l'homme, du transhumanisme, elle remonte très loin. Cette idée a été conçue par Bacon au XVIIe siècle. On la retrouve chez d'Holbach, on la retrouve chez Cabanis au XVIIIe siècle. On la retrouve dans le national-socialisme. Dans les discours d'Hitler, il y a du transhumanisme. Voilà. Et aujourd'hui, elle ressurgit en agitant d'une part un certain goût pour la science, le progrès, une certaine fascination pour le perfectionnement technologique, numérique, et d'autre part, elle manipule l'idée du bien et du mal. La première étape, c'est de transformer l'homme pour lui permettre de mieux affronter les maladies et de vivre plus longtemps. Qui va s'opposer à cela ? Voilà. Puis dans le même temps, on entend vous convaincre qu'il est bon de demander, arrivé à un certain âge, que l'on vous aide à mourir dans la dignité. Voyez, on y arrive. Les contradictions sont nombreuses. Vous nous avez donné une définition du totalitarisme, décidément. Quel régime serait l'antithèse du totalitarisme, l'antitotalitaire? Alors, un régime qui respecte le réel, qui, par conséquent, respecte l'ordre naturel, reconnaît qu'il y a une nature humaine qui s'impose à la volonté de l'homme, que l'homme n'est pas façonné par sa volonté, il y a des lois intangibles. Et qu'il y a un droit naturel qui a une autorité, qui est au-dessus du droit positif, de la loi humaine, et qui s'impose à celle-ci. Et qu'il faut avoir un petit peu de modestie pour le reconnaître. Bien sûr. Et qu'il faut respecter, car toute loi humaine qui ne respecte pas ce droit naturel est illégitime.
L'homme transformé, c'est le titre de votre ouvrage, Philippe Pichot-Bravard. L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Excellent ouvrage. Merci, monsieur. Je vous remercie.